L'échiquier international, soyez les bienvenus. L'Indiana aux États-Unis, l'université de cet État du Midwest a été le théâtre d'une manifestation pour le soutien à la Palestine. Le professeur Elizabeth Dooney, une importante figure de ce campus, n'a pas pu retenir ses larmes en prenant le micro. Je me rends compte que mon risque d'être licencié aujourd'hui est très élevé, mais je ne peux plus rester ici à regarder ce qui se passe, dira-t-elle avec une lourde voix émue, en faisant bien entendu allusion à la situation à Gaza. Justement, il y a plein d'Elizabeth Dooney qui commencent à sortir de l'ombre pour dénoncer ce que subissent le peuple palestinien dans son entièreté. Et vous n'êtes pas sans savoir que le massacreur est sioniste, mais surtout les armes sont américaines et notamment européennes. De Harvard, toujours aux États-Unis, à l'université de Sydney, en Australie, en passant par McGill à Montréal, Sciences Po à Paris, Cambridge en Angleterre, le soulèvement des étudiants et des professeurs prend une ampleur historique. Ces universités occidentales qui se mettent aux couleurs de la Palestine, à l'instar de Sciences Po Paris encore. Justement, notre invité du jour y était. Son récit dans l'échiquier international du jour, et c'est tout de suite. Alors on le disait, les campus occidentaux se mettent aux couleurs de la Palestine. Paris, justement, il y a 2 jours, Sciences Po, en milieu d'après-midi, des forces de l'ordre déployées pour des étudiants mobilisés avec des sit-ins, et plusieurs figures du parti de la France Insoumise sont venues soutenir ces mêmes étudiants, dont vous, Rima Hassan. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup de votre invitation. Merci d'être des nôtres. Alors, je le disais, vous étiez présente à Sciences Po il y a 2 jours. Vous êtes juriste franco-palestinienne et candidate aux futures européennes. Alors, racontez-nous un peu ce qui se passait. On a entendu des cris ou des réclamations demandant la fin de la collaboration avec toutes ces institutions, avec l'entité sioniste, qui étaient des institutions qui ont été jugées complices de l'oppression de ce que subit la population gazaoui. Donnez-nous un peu votre témoignage sur ce qui s'est passé il y a 2 jours. Tout d'abord, je veux dire que je suis extrêmement heureuse, soulagée que les étudiants du monde entier s'emparent de cette question, parce que dès lors qu'une cause est portée par cette jeunesse, c'est marqueur quand même d'un changement générationnel. Et là, je fais aussi référence à ces grandes universités qui forment les décideurs de demain. Donc, Sciences Po fait partie quand même de cette fabrique de l'élite aussi politique française. Donc, c'est extrêmement important et très précieux de suivre ça de très près. Sur les revendications effectivement des étudiants, ils en avaient 3, d'où cette mobilisation qui a été importante, qui s'est matérialisée par le blocus de l'établissement. La première, c'était la fin des intimidations et des répressions à l'endroit des étudiants, puisqu'il y avait des sanctions disciplinaires qui étaient prévues à l'endroit des étudiants qui étaient mobilisés sur la cause palestinienne. La deuxième revendication, c'est qu'il y ait la tenue d'une assemblée générale avec la direction de Sciences Po pour avoir des espaces de discussion et de militantisme qui soient sains, où il y ait un échange direct avec l'établissement. Et enfin, effectivement, vous l'avez mentionné, la troisième revendication, c'est que Sciences Po prenne aussi ses responsabilités et marque un signal qui soit fort à l'endroit notamment des collaborations qu'il y a, des partenariats qu'il y a avec des universités israéliennes, comme ça a pu exister par ailleurs s'agissant des sanctions à l'endroit de la Russie. Alors, Rima Hassan, on ne vous a pas épargné, dû à votre présence à Sciences Po, non seulement la presse, mais également certains ministres comme Sylvie Rotillou, qui vous ont accusé de prôner l'anarchisme et d'instrumentaliser la jeunesse. Mais je trouve ça d'un culot sans nom. Ce sont ces mêmes responsables politiques qui sont responsables de ce chaos. Vous l'avez introduit. Aujourd'hui, Israël arrive à commettre ce que cet État commet précisément parce qu'il y a des alliés occidentaux qui lui permettent d'agir en toute impunité, et ce depuis plus de 75 ans. Et donc, c'est très fort de café, si je puis dire, de venir se donner en donneur de leçons, s'agissant quand même d'un soulèvement qui est extrêmement
extrêmement précieux et qui honore la France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui ont des leçons à donner, ce sont des étudiants et ce ne sont sûrement pas la classe politique majoritaire, en tout cas ce gouvernement, qui, encore une fois, offre une impunité à Israël et encore moins l'établissement de Sciences Po. Donc, moi, je l'assume pleinement. Je suis du côté de ceux qui haussent le ton, de ceux qui décident de se mobiliser très fortement sur la question palestinienne et qui plus est sur l'urgence s'agissant de Gaza. Et aujourd'hui, les voix qui honorent la France, ce sont ces voix-là. Alors, également, vos dénonciations, vos prises de position déclenchées, des convocations par la police, je crois que vous avez une convocation dans 2 jours, on vous accuse également de faire l'apologie du terrorisme. Et vous, de votre côté, vous parlez d'une forme d'intimidation. Bien sûr que c'est une intimidation. Moi, il faut resituer ce qui est en train de se passer actuellement, parce qu'effectivement, je suis convoquée mardi par la police française pour apologie de terrorisme. Donc, c'est une audition libre. Je m'y rendrai avec mon avocat et d'autres figures de la France Insoumise, puisque Mathilde Panot, qui est la présidente de ce groupe, fait également l'objet d'une convocation. Moi, c'est très important de resituer ça aussi dans la parole palestinienne que j'ai en France. J'ai subi ces derniers mois de nombreuses menaces, intimidations, de mort, mais également des menaces de viol. Mon numéro a été divulgué sur plusieurs canaux Telegram et également mon adresse, au point que j'ai pensé à fuir la France pendant un petit temps où je suis allée vivre en Jordanie pour l'écriture d'un livre. Et tout ce climat, en réalité, là, ces procédures dont on fait l'objet, elles s'inscrivent dans un climat qui est plus global, qui est celui qui tend à silencier des voix palestiniennes ou pro-palestiniennes. Et là, on arrive effectivement à un point qui est extrêmement alertant, puisqu'on va se saisir des outils d'intimidation politique et d'intimidation, parce que je rappelle qu'on est en campagne électorale, puisque les élections, c'est le 9 juin. Donc, il y a des intimidations du bord politique, mais également du bord judiciaire, qui sont extrêmement graves puisqu'elles portent atteinte à nos libertés fondamentales qui sont celles de la liberté notamment d'expression et il y a un temps pour tout, c'est-à-dire qu'on va se rendre à ces convocations pour dire ce que nous avons à dire et puis ensuite il y aura aussi un temps pour dénoncer qui sont derrière ces plaintes. Ça, c'est aussi très important. Ce sont des organisations qui travaillent de très près avec le régime israélien. Et donc, il y aura un temps, moi j'y travaillerai avec mes avocats pour dénoncer et contre-attaquer s'agissant de ces procédures. Alors, on vous a accusé d'instrumentaliser la cause palestinienne, d'être un agent d'étranger, de faire l'apologie du terrorisme, d'être un porte-parole du Hamas en France, antisémite bien sûr. Ça promet pour votre future campagne pour les européennes sur la liste LFI. Alors, selon vous, pourquoi est-ce que c'est si difficile et délicat de dénoncer le génocide à Gaza en France ? Il y a un continuum entre ce que les Palestiniens vivent là-bas et ce que des voix palestiniennes ou pro-palestiniennes vivent aussi, à mon sens, en Occident. Nous sommes toujours perçus comme des sujets colonisés, dominés, ramenés effectivement à une posture où nous ne pourrions pas avoir une parole politique forte sur ce sujet. Et en France, il y a véritablement aussi ce climat et c'est extrêmement coûteux aujourd'hui d'être palestinien ou de porter une voix sur le sujet palestinien. Pourquoi ? Parce que ça renvoie simplement aussi ces États à leurs responsabilités. C'est-à-dire que c'est tellement plus confortable pour ces États de continuer à commercer avec un État qui est colonial, un État qui viole l'essentiel quand même du droit international, qui commet les pires crimes. Aujourd'hui, on a les crimes d'apartheid, qui est un crime contre l'humanité qui est documenté. On a le crime d'occupation, on a le crime de colonisation. Maintenant, nous avons aussi un génocide dont nous avons la responsabilité de dénoncer et qui a été pointé quand même également par une juridiction internationale qui est la Cour internationale de justice. C'est tellement plus confortable pour ces États, dont la France, de rester dans cette posture de complicité avec cet État. Et donc tout est fait pour faire taire des voix qui amènent ces responsables politiques à agir à leur responsabilité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut faire d'Israël ce qu'on a fait avec l'Afrique du Sud, il faut l'isoler sur le plan politique, diplomatique, économique, il faut obtenir des sanctions qui soient très très
concrètes, mais c'est vrai que c'est extrêmement coûteux. Ça coûte énormément de porter cette voix, surtout quand on est une personne concernée, parce que quand on est une voix politique et porte ce sujet, on se prend les coups politiques. Moi, j'ai la double casquette. Je suis aussi une Palestinienne, donc j'ai aussi tout le racisme, j'ai aussi toutes les insultes, toutes les intimidations qui passent par tous les canaux des réseaux sociaux, mais également, comme je le disais tout à l'heure, à un moment donné aussi par mon numéro de téléphone personnel. Et donc maintenant, il y a deux champs de combat. Il y a le combat politique et puis en termes d'engagement politique et de programme politique pour les européennes. Et il y a aussi ce que ça coûte vraiment d'être une voix palestinienne identifiée comme telle. En France, je suis clairement une cible pour beaucoup, notamment pour les alliés d'Israël. Alors une cible pour beaucoup à travers la répression, les menaces et les intimidations qui semblent se déclencher quand on évoque les victimes palestiniennes. Et pourtant, on le voit d'un côté, en Europe, il y a des mouvements qui s'amplifient pour défendre le droit des Palestiniens. Est-ce que selon vous, le plafond de verre du silence, c'est-à-dire le silence synonyme de complice du sionisme, a éclaté selon vous ? Oui, je pense qu'il y a un marqueur sur ça, c'est que ce sont des personnalités de confession juive qui aujourd'hui sont à la tête d'énormément de mouvements sur ce sujet. Là, je veux citer par exemple le cas des États-Unis. On a l'organisation Jewish Voice for Peace qui a une mobilisation qui est inédite aux États-Unis. Elle mobilise donc la diaspora juive qui a embrassé en fait aussi les enjeux décoloniaux s'agissant de la question palestinienne et qui est aujourd'hui en tête véritablement des revendications, des mouvements, des manifestations, des alertes qui sont faites aux politiques. Donc effectivement, moi, c'est un marqueur que j'ai jamais vu, puisque je suis en France depuis 20 ans, que je suis cette question de près depuis très très longtemps. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quand même une donne qui a changé. En France, il y a également eu le meeting juif international qui a réuni une dizaine d'organisations juives qui s'inscrivent aussi dans cette logique décoloniale et qui ont donné la parole à des voix palestiniennes, dont la mienne, et qui sont aussi vraiment très investis sur ce sujet aujourd'hui et qui sont dans le même narratif que le narratif palestinien, à savoir dénoncer le génocide, dénoncer l'apartheid, dénoncer la colonisation, dénoncer la logique véritablement coloniale qu'entretient l'État israélien depuis sa création. Donc il y a un basculement. Maintenant, la dernière digue, ce sont véritablement les gouvernements, notamment dans les pays occidentaux. Je rappelle que ce sont ces pays qui sont les seuls pays au monde aujourd'hui à ne pas reconnaître l'État palestinien. Ce sont les pays qui font obstacle à une avancée réelle en termes de perspectives politiques pour le peuple palestinien. Et du coup, c'est très très important que ces luttes se passent aussi dans ces pays occidentaux. Alors, vous êtes aussi juriste, hein, je l'ai dit au départ. D'Alger, on observe que, par exemple en France, en Allemagne, aux États-Unis, il y a des drames historiques ou des mémoires plus sacrés que d'autres, une sorte de hiérarchisation des douleurs. Est-ce, par exemple, le mot génocide concernant Raza, dont parle la CIJ, est refusé par les médias français puisqu'il renverrait exclusivement au drame, par exemple, des déportation des Juifs durant les années 40. Est-ce que, selon vous, hein, c'est pas dangereux dans un pays, en l'occurrence la France, qui comprend deux importantes populations juives et musulmanes d'Europe, est-ce que c'est pas dangereux de faire une sorte de compétition des mémoires? On sait par exemple également que la colonisation française en Algérie est encore un peu tabou alors qu'on sublime d'autres événements historiques. Est-ce que vous avez pas le sentiment qu'il y ait une espèce de différentiel entre deux drames historiques? Il y en a un qui est plus sacré que l'autre. Mais bien sûr, mais en fait, il faut revenir, à mon sens, vous l'avez introduit, donc je suis juriste et j'ai été formée effectivement voilà, au droit international. Ce qu'il faut comprendre, c'est aussi dans quel contexte et dans quel prisme aussi s'inscrit ce droit international, dans quel contexte historique il a été forgé. C'est quand même des outils qui ont été pensés par des États qui étaient eux-mêmes des États coloniaux, qui ont pensé un droit international, à mon sens, d'abord
pour eux. Et ensuite, il y a eu une dynamique où le Sud global a aussi embrassé ces instruments et ces outils, puisque le Sud global est rentré à récupérer ou a dû en tout cas arracher cette place avec les luttes d'indépendance et les luttes de décolonisation. Et aujourd'hui, on le voit sur la question palestinienne, ceux qui portent la cause en embrassant ou en tout cas en se saisissant de ces outils, ce sont précisément les États dits du Sud global. Donc je fais référence à l'Afrique du Sud qui a porté notamment cette plainte auprès de la Cour internationale de justice s'agissant de la dénonciation du génocide. Et on voit effectivement que pour beaucoup de pays occidentaux, il y a un déni quant à la qualification ou quant à la mise en avant, en tout cas, du récit palestinien sur ce qui se passe à Gaza, précisément parce que je crois qu'il y a encore véritablement ce passif colonial, et la colonisation, c'est véritablement aussi un racisme structurel, c'est-à-dire qu'une vie d'un sujet colonisé ou d'un sujet dit du Sud global vaudra toujours moins qu'une vie d'un individu qui vient de cet Occident, qui vient de cette région du monde. Et c'est toute la bataille qu'il faut mener sur le droit international. Moi, je dis souvent qu'il faut décoloniser le droit international, et on voit bien que le droit international peine encore à obtenir des résultats très concrets dès lors que les massacres s'opèrent sur des régions du monde qui sont concernées par ce Sud global, et malheureusement les Palestiniens étant des sujets colonisés, étant toujours perçus comme des sujets colonisés. Je rappelle que le plan de partage de la Palestine, il a été fait sans les Palestiniens. Donc depuis le début, le sujet palestinien est exclu en tant qu'individu, il est disqualifié précisément parce qu'il est renvoyé à ce statut de subalterne, de colonisé, d'un sujet pour qui on devrait décider. Et donc il faut embrasser ce qu'a déjà entamé l'Afrique du Sud avec cette plainte qui est historique, ce mouvement de décolonisation du droit international pour que les sujets que nous sommes, pour que ces peuples qui sont historiquement opprimés et dominés puissent être reconnus à leur juste valeur, à leur juste titre, et que dès lors qu'ils sont connus, qu'ils sont victimes de ce type de massacre, ils puissent obtenir autant de justice que d'autres ont pu obtenir dans leur histoire. Alors les manifestations étudiantes au sein des universités américaines inquiètent tout le monde, surtout le Mossad, le service de renseignement sioniste. Un de ses officiers a déclaré « La reconnaissance faciale peut être utilisée pour déterminer si vous avez participé ou non à des manifestations pro-Hamas ». C'est comme ça qu'il les nomme au sein de ces universités. Et surtout que les manifestants pourraient perdre des opportunités d'emploi. Ça sonne comme une menace, et ce qui est étonnant, c'est que cela émane d'un service de renseignement étranger. Il y a véritablement, si vous voulez, les Palestiniens connaissent ça dans leur chair, je pense que les Algériens aussi. On a toujours historiquement été pourchassés. Le Mossad, les services de renseignement ont toujours pourchassé les intellectuels palestiniens, les voix politiques palestiniennes à travers le monde. De nombreuses personnalités politiques, militantes, artistiques, intellectuelles ont été assassinées. Et là, aujourd'hui, on observe que cette logique qui consiste à pourchasser les voix qui sont critiques à l'endroit d'Israël se matérialise par une mort sociale ou une mort professionnelle, c'est-à-dire qu'on l'a vu dans énormément de milieux, des personnes qui ont perdu effectivement leur travail, qui ont perdu leur statut, qui perdent une réputation, qui perdent des contrats, parce qu'ils lèvent effectivement, parce qu'ils donnent de l'espace et une parole publique forte sur la situation palestinienne. Donc je suis pas très étonnée, mais ce qui est important de dire, c'est que ça témoigne d'une chose, ça témoigne de la faiblesse aujourd'hui en termes de réponse, notamment des alliés d'Israël et d'Israël lui-même, puisque la répression, la censure sont en réalité les armes de ceux qui ont déjà tout perdu, et notamment ils ont perdu la bataille de l'opinion.
Alors, depuis le début des massacres à Gaza en octobre dernier, on a parlé de la faim, du génocide bien sûr, de destruction, mais on a très peu évoqué le cas de la Cisjordanie occupée. On en a parlé bien entendu un peu, mais pas assez peut-être, alors que depuis le début des bombardements du massacre à Gaza, 500 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie occupée et 1300 hectares de terre ont été annexés. Ce qui vous rend, vous, plutôt très sceptique quant à l'avènement d'un État palestinien, mais vous prenez plutôt la solution d'un État binational. Est-ce que vous pouvez vous en expliquer? Oui, donc c'est important de dénoncer effectivement ce qui se passe en Cisjordanie. Ça permet surtout de comprendre, pour ceux qui ne l'ont pas encore compris, que Israël, en réalité, travaille depuis 75 ans au nettoyage ethnique total des Palestiniens. Israël n'a jamais véritablement voulu la paix. Même celui qu'on présente comme étant un homme de paix, à savoir Yitzhak Rabin, est quand même l'homme qui, pendant les intifadas, recommandait à ses soldats de briser les os des enfants, des enfants palestiniens qui menaient des révoltes pendant cette intifada. Donc ce qui se passe en Cisjordanie, en réalité, s'inscrit dans la même logique que ce qui se passe à Gaza, avec une logique de nettoyage ethnique, mais qui se concrétise par la colonisation de peuplement et l'occupation militaire, et à terme de véritablement récupérer toutes les terres palestiniennes et de réduire des Palestiniens à des sujets qui ne peuvent plus exister politiquement. Et effectivement, ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est la survie politique du peuple palestinien, parce que le peuple palestinien ne disparaîtra pas. Je veux dire, ni la colonisation, ni l'occupation, ni le génocide qui est à Gaza ne fera disparaître le palestinien comme un sujet politique. Mais dès lors que aujourd'hui la perspective de ce qu'on présente comme étant la perspective de deux États, on ne nous offre pas des moyens très très concrets de l'amener, puisque je rappelle qu'il y a 800 000 colons, outre effectivement les assassinats et les meurtres qu'on recense aujourd'hui en Cisjordanie, il y a aussi et surtout 800 000 colons en Cisjordanie. Je rappelle que pour sortir des colons qui étaient à Gaza, il a fallu plusieurs soldats pour un colon. Donc là, si on a 800 000 colons en Cisjordanie, il faut nous expliquer concrètement comment on va décoloniser. Il ne suffit pas de dire qu'on va créer un État où on va reconnaître un État palestinien sur des frontières qui aujourd'hui par ailleurs ne veulent plus rien dire à partir du moment où nous avons une occupation militaire et une occupation de ces territoires à majorité contrôlés par Israël. Il faut nous dire concrètement comment le Palestinien peut survivre de façon viable en tant que sujet politique, c'est-à-dire un sujet qui peut penser son destin, qui peut penser son indépendance, qui peut penser sa société et qui peut penser son avenir sans dépendre d'Israël. Aujourd'hui, personne n'est capable de nous dire ce qu'on va faire de ces 800 000 colons. Donc effectivement, moi je viens des descendants d'Anakba, c'est-à-dire que moi, ma famille, elle a été expulsée de terres qui aujourd'hui appartiennent à Israël. Et moi je revendique l'idée que les Palestiniens puissent vivre et circuler librement sur la totalité du territoire, puisque aujourd'hui la question de la perspective de des États, elle est véritablement remise en jeu. Il faut 3 éléments pour qu'un État puisse exister sur le plan international. Il faut une continuité territoriale, il faut un peuple uni sur ce territoire, et il faut un gouvernement qui représente son peuple. La continuité territoriale, elle n'existe plus. Aujourd'hui, le peuple palestinien est un peuple qui est fragmenté. Il y a les Gazaouis, il y a ceux qui vivent à Jérusalem, il y a les Palestiniens qui vivent sur le territoire israélien qui représentent 20% de la population, il y a ceux qui vivent en Cisjordanie, et il y a aussi surtout les réfugiés. Les Nations Unies recensent 6 millions de réfugiés. Moi, je fais partie de ceux-là, ceux qui ont été expulsés en 1948. La question de la continuité territoriale n'est pas remplie, la question du peuple uni n'est pas remplie. Comment on va faire un État palestinien avec 30% du peuple palestinien? C'est une vraie question. Alors, Imad Hassan, Donc, allez-y. Oui, non, je termine juste sur ça, c'est qu'il y a 2 éléments. C'est que moi, je suis aussi donc aujourd'hui engagée politiquement. On est forcément engagé sur la question du respect du droit international, et c'est une étape vers laquelle il faut qu'on avance. Il faut reconnaître l'État palestinien pour mettre un minimum à égalité en termes de reconnaissance de droits politiques, diplomatiques pour le peuple palestinien que ce qui est reconnu aujourd'hui à Israël. Mais je pense qu'à long terme,
il faut qu'on en finisse avec cette logique de frontières parce que moi, ma crainte, c'est qu'on fasse en Cisjordanie ce qu'on est en train de faire aujourd'hui à Gaza. Je pense qu'Israël, dans les prochaines années, finira par trouver une excuse, soit du Hamas, soit du djihad islamique, soit d'armes qui sont trouvées en Cisjordanie, pour faire ce qu'il est en train de faire aujourd'hui à Gaza, c'est-à-dire expulser les Palestiniens, bombarder massivement et dire à la Jordanie, comme on dit aujourd'hui à l'Égypte, accueillir les Palestiniens, on va les expulser. Et ça, c'est véritablement la crainte qui nous attend aujourd'hui pour les années à venir en s'agissant de la Cisjordanie. Alors on arrive à la fin rapidement. Vous êtes engagé pour des élections européennes prévues pour le 9 juin sur la liste LFI. Vous attendez à des attaques acides durant ces débats par rapport à votre posture pro-palestinienne. Vous trouvez dans quel état d'esprit à la veille de ces élections, de cette campagne européenne ? Je suis très sereine dans le sens où moi je me sens à ma place. Je me bats pour que on considère enfin que le sujet palestinien est un sujet européen parce que l'Union européenne est le premier partenaire commercial d'Israël avec 30% de ses échanges, parce que les États européens font partie des États qui n'ont pas reconnu l'État de Palestine, font également partie des États qui arment Israël, qui commercent avec Israël, alors qu'Israël est en train de commettre les pires crimes. Donc je suis assez sereine sur l'idée, juste sur l'idée qu'il faut vraiment avancer et se battre pour que le sujet palestinien soit investi sur les institutions européennes. Merci Rima Hassan, ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir été des nôtres. Bon courage pour votre campagne européenne et pour le reste. Et je vous dis à très bientôt. L'Chiquier International arrive à sa fin. Tout de suite, le reste de l'actualité à travers l'édition en langue arabe. Et quant à moi, je vous dis à demain, même heure et même chaîne. D'ici là, portez-vous bien.